Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de fiscalité et on va parler de fiscalité au passeport. C'est un débat récurrent, c'est un débat qui enflamme un peu tout le monde, la classe politique, les expatriés, bref, on va faire un petit peu le point là-dessus. Et je vais te donner surtout les solutions. Si aujourd'hui, eh bien, c'est juste un doux rêve de politicien, peut-être que demain, ça pourrait être une réalité. Et comment est-ce que tu pourrais t'en prémunir? Alors, si tu ne connais pas encore cette chaîne et que tu me découvres, eh bien, moi, je suis expatrié en Asie depuis 2010. J'ai effectivement construit ma vie à l'international et j'y partage un petit peu tout ce qui est mes conseils de liberté qui permettent de construire une vie sur mesure et notamment avec tout ce que ça implique en matière de choix sur sa fiscale, sa résidence fiscale, ses impôts, les endroits où on va installer des entreprises, bref, tout ça. Donc pour faire un petit point sur ce doux rêve politicien de taxer les gens au passeport, alors il faut savoir que ça existe dans certains pays, les États-Unis notamment, et je crois que c'est le seul au monde de mémoire qui pratique ce type de taxation. Donc l'idée c'est quoi? C'était américain, tu payes tes impôts aux États-Unis. Alors il y a des exceptions à chaque règle et il y a des moyens d'en sortir sans avoir besoin forcément de changer de nationalité. Il y a des gens qui vivent à l'étranger en permanence et qui peuvent demander effectivement à ne pas être soumis à ce barème-là. Et puis il y a également des États, je crois, enfin comme Porto Rico, comme des endroits comme ça où il y a des régimes aménagés. Donc il faut savoir une chose, c'est que déjà à chaque règle, il y a toujours des exceptions. Mais au-delà de ça, penchons-nous un petit peu sur ce que ça impliquerait pour quelqu'un qui est français. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire déjà, on ne peut pas tout changer et tout chambouler d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a des traités internationaux qui font que, par exemple, un Français qui habite en Thaïlande et un Thaïlandais qui habite en France vont avoir droit de revendiquer l'utilisation d'une convention de non-double imposition qui fait que quand tu payes tes impôts à un endroit, tu ne les payes pas une deuxième fois ailleurs. Donc il y a ces types de conventions qui existent partout dans le monde, ou presque. Enfin, en gros, je crois qu'il y a 178 pays dans le monde avec lesquels la France a un traité. Alors, on ne pourrait pas les annuler évidemment, et puis surtout, ça serait quelque chose qui est problématique. Enfin, tu vois, on ne peut pas annuler ça. En revanche, effectivement, tu pourrais me dire, bon, les gens pourraient dire, ok, ce que les politiciens, avec leur habileté, pourraient proposer, c'est de compenser ce que tu ne payes pas en France. Alors, mettons que tu payes tes impôts en Thaïlande, on va te dire, ok, bon, tu payes tes impôts en Thaïlande, donc tu as payé ça, mais en revanche, si tu étais en France, tu devrais payer ça. Et là, pour le coup, ça ferait une surcouche, c'est-à-dire qu'effectivement, on t'alignerait que tu habites n'importe où dans le monde sur le barème français, histoire qu'on te prenne la même chose parce que tu es français. Alors, le premier raisonnement, c'est de dire que pour sortir de ça, il faut avoir un deuxième passeport. C'est vrai, c'est une possibilité, mais elle est quand même risquée. Risquée pour deux ou trois raisons. À la fois, les passeport, c'est quand même quelque chose qui détermine un ensemble de facteurs sur lesquels c'est un engagement lourd. Enfin, avoir un deuxième passeport, théoriquement, et dans plein de pays qui te permettent d'en avoir un, effectivement, la renonciation à ta nationalité principale est quand même requise. Alors même si dans les faits, peu de gens le font, la réalité, elle est quand même comme ça. C'est-à-dire que voilà, tu peux dire, bon, j'ai un passeport, je sais pas, panaméen, voilà, du coup, je suis panaméen. Ok, jusqu'à présent, effectivement, ça pourrait fonctionner. Je pense que dans l'avenir, effectivement, ils demanderont à choisir réellement, c'est-à-dire pour l'instant c'est juste une déclaration sur l'honneur, et si tu dois choisir, te retrouver citoyen du Panama, c'est quand même moins pendant que d'avoir un passeport français, parce que le passeport français il te permet de voyager, il te permet plein de choses, et donc je trouve ça un peu extrême. C'est une mesure de précaution certes, qui n'est pas inintéressante, mais le mettre en mesure principale, je sais pas quand même, enfin tu vois, il faut que ça atteigne un sommet pour que ça me motive vraiment à le faire ou l'envisager. Ceci dit, il y a d'autres méthodes qui permettent, si ça arrivait, ce type de mesure, de s'en prémunir. Une qui est toute simple, c'est de regarder déjà à l'heure actuelle comment les milliardaires français fonctionnent. Tu as énormément de gens qui payent moins d'impôts qu'une petite PME alors qu'ils gèrent des fortunes qui sont de milliards. Il y a quoi en fait quand tu regardes pragmatiquement? Je vais te le schématiser tout simple, mais pour tout ce qui est fiscalité personnelle, c'est simple. Si tu n'as rien à ton nom, eh bien, tu n'es pas fiscalisé dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'avoir un salaire minimum
quelque part, bon, tu vois, tu peux déjà très bien vivre avec 2, 3, 4 000 euros n'importe où dans le monde, tout dépend des volumes que tu as évidemment, mais tu as un peu cette idée de minimiser en fait tous tes revenus et tout ton patrimoine est détenu par des entreprises, par des holdings, par des trusts, par des fondations. Une question toute bête, mais tu vois, on dit que Bill Gates est le plus grand philanthrope du monde. Ouais, c'est pas faux, il a une grosse fondation. Mais en attendant, sa fondation, elle fait de l'argent, c'est-à-dire qu'elle en dépense moins qu'elle n'en gagne. Ça peut te paraître un peu abstrait comme truc. Mais il faut savoir que la fondation de Bill Gates, elle place son argent en bourse sur des choses, elle fait son capital grossit et elle dépense effectivement beaucoup d'argent dans des programmes humanitaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, mais bref, ils dépensent effectivement beaucoup d'argent, mais ils en gagnent aussi beaucoup. Pourquoi le faire comme ça? Parce que du coup, tu échappes aussi beaucoup à des frais, c'est-à-dire que finalement, tu vois, il y a des milliardaires français qui ont des fondations dans lesquelles ils ont mis toutes leurs œuvres d'art, du patrimoine, et la fiscalité est différente suivant les outils que tu utilises. Donc la réalité des choses, c'est que tu vois, ce risque, en fait, il est facilement contournable. Il est contournable comme les millionnaires, comme les milliardaires l'ont toujours fait, sans avoir besoin nécessairement de changer de passeport. Et c'est une réalité des choses. Et si tu dois t'inspirer de gens qui fonctionnent bien, il n'y en a que deux, hein, en réalité, deux catégories de gens. Tu as les millionnaires, les milliardaires qui sont dans des trucs ultra clean, etc., qui sont même pour certains, d'ailleurs, évadés fiscaux entre guillemets, tu vois, tu as des gens qui ont le passeport français, qui vivent en Suisse, qui ne payent pas un centime en France, qui sont enfin vraiment exonérés de pratiquement tous les impôts et qui de l'autre côté sont avec la Légion d'honneur. Donc tu vois, c'est pas un truc qui est impossible, au contraire. Et puis, les autres catégories de gens qui ont un peu bossé le sujet, ça reste les trafiquants, mais en substance, ils utilisent tous la même chose. Quand tu regardes bien, c'est des gens qui, effectivement, sont propriétaires de rien et ont détourné, en fait, les éléments en étant un peu évaporés de l'équation. Donc, c'est aussi simple que ça, fondamentalement, et parce que chaque règle est toujours contournable. Contournable, ça ne veut pas dire la violer, ça veut juste dire qu'en fait, il y a des... C'est même pas des failles en fait, c'est juste voilà, la fiscalité elle s'applique d'une certaine manière, un certain cas de figure, et que donc en l'état actuel des choses, la fiscalité au passeport, j'y crois pas pour les raisons évoquées, mais bon bref, admettons qu'elle arrive, on n'est jamais à l'abri d'un truc, après tout, effectivement, elle pourrait arriver, eh bien voilà, il reste que tu peux effectivement avoir une deuxième nationalité, et je t'invite d'ailleurs à regarder dans la description de cette vidéo, je t'ai préparé un petit rapport pour voir 4 passeports que tu pourras obtenir facilement, c'est vraiment très facilement, et puis de l'autre côté, il suffit d'avoir un plan B. Un plan B, c'est de dire c'est de ne pas penser que les situations sont figées et que comme quand tu prends ta voiture, tu n'as pas besoin d'une roue de secours. C'est-à-dire que tu as vraiment besoin d'avoir un plan qui, en cas de problème, te permet d'être sûr de ne pas être à la merci d'un État, d'une banque qui, on ne va pas se mentir, on veut juste à un point. Hein, ce n'est pas la fiscalité au passeport, c'est juste une question d'argent. Et en fait, donner de l'argent à un État qui est incapable de le gérer correctement depuis plus de 40 ans, moi, je ne suis pas vraiment pour, en fait. Donc, tout ça pour dire que effectivement, pour pouvoir le faire, il faut être dans des conditions qui te permettent de le faire. C'est-à-dire, il faut avoir structuré un plan et finalement avoir mis en place quelque chose qui soit un plan de sauvetage de ton patrimoine, de ton argent, parce que l'État en veut à lui et à tout cet argent que tu destines peut-être à ta retraite, peut-être à tes enfants et que tu ne veux pas voir s'évaporer. Donc encore une fois, il n'y a rien qui doit être laissé au hasard en la matière parce que, n'oublie pas qu'en face de toi, tu as des gens qui font les lois. C'est-à-dire que tu peux te dire, les règles, c'est ça. Ouais, sauf qu'en fait, les règles du jeu, elles sont un peu biaisées dans le sens où tu te bats contre l'arbitre, quoi. Et ça change tout. C'est-à-dire que l'État, demain, peut dire, oui, mais en fait, la TVA, on va la mettre à 50%. Et demain, tout ce qui est or que tu possèdes en physique en France, on va le saisir. Et on va te le rembourser à tel prix. On peut t'exproprier, on peut faire 1000 choses avec ton argent. On peut te prendre ton argent sur ton compte bancaire aussi. C'est déjà une réalité, ces choses-là. Donc, il y a plein de choses, effectivement, qui peuvent se passer. L'idée, c'est pas d'être alarmiste et catastrophique, c'est juste de se dire que si ça arrive, eh bien, je serai préparé parce que j'ai mis ce type de mécanisme en place. Bref, c'est tout ça que j'aborde en fait dans le plan d'évasion que je t'invite, dans le plan B, pardon, que je t'invite à télécharger. Tu trouveras un deuxième lien dans la description qui te permettra d'y accéder et puis avoir un petit peu, une
une ouverture d'esprit sur des solutions dont personne ne te parle réellement parce que tout le monde te dit oui, mais il faut faire confiance à l'État. Moi, je ne fais pas confiance à l'État pour plein de raisons et surtout parce que ce qui va arriver, à mon sens, dans les prochaines décennies va être plus problématique. Mais après, ça me regarde moi comme type de réflexion. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est surtout que tu sois pessimiste, optimiste, peu importe. Le fait est que de dire que tu as un passeport, un compte en banque, une maison, ton patrimoine, ton épargne, tout ça sous la coupe d'un seul pays, bah, c'est te rendre extrêmement dépendant d'un seul pays et donc du coup extrêmement vulnérable. Si demain il change une règle, bah toi tu te manges toutes les règles. Moi je vis en Thaïlande, j'ai de l'argent qui n'est plus en Europe, j'ai eu de l'immobilier un moment ailleurs, j'en ai ailleurs, j'ai des entreprises qui sont localisées ailleurs et tout ça en fait me permet d'être serein parce que en fait le risque c'est effectivement il y a des crises, il y a des choses comme ça qui reviennent d'une manière cyclique, mais la réalité c'est que si tu répartis en fait ton risque selon un bon vieux proverbe paysan mais qui marche très bien, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, eh bien tu as peu de risque de tout perdre. Et c'est ça en fait le pire qui puisse arriver, c'est de tout perdre, de te retrouver en fait en fin de vie en te disant bah voilà, ils m'ont tout fauché, tout ça pour rembourser des dettes dont je suis même pas responsable. Et c'est un peu le risque qui pend au nez de plein de gens parce que la fiscalité au passeport, c'est ça, c'est l'idée qui est sous-jacente, c'est on est tellement à la rue en fait qu'il va falloir qu'on trouve un moyen pour récupérer l'argent de ceux qui nous échappent encore un peu, quoi. Donc tu vois que fondamentalement, ceux qui paieront, ce n'est pas les milliardaires, ce n'est pas les millionnaires comme d'habitude, ça va être uniquement ceux qui sont à la merci, qui n'ont pas de plan B, c'est-à-dire ceux qui sont taxables réellement et qui sont attrapables, quoi, finalement. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as déjà mis des choses en place, si tu as un deuxième passeport peut-être, si tu as des idées de pays pour un deuxième passeport, n'hésite pas à me les faire passer en commentaire, n'hésite pas à partager tout ça. Et puis en attendant, encore une fois, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et puis si cette vidéo t'a rendu service, mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis en attendant, on se dit à très bientôt dans une prochaine.